Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live dont je vais le consacrer pour faire un petit rappel sur la première partie du chapitre l'immunité de l'organisme et dont je vais parler de deux choses, la diversité des micro-organismes ainsi que les dangers des micro-organismes pathogènes. D'accord? Donc, on va commencer par la première partie, la diversité des micro-organismes. Donc, on sait que l'homme, il évolue dans un monde qui est très peuplé en micro-organismes, en multitude de micro-organismes qui lui sont bien sûr étrangers. Si certains sont pathogènes et offensifs, c'est-à-dire ils peuvent causer des maladies, alors que d'autres, ils sont inoffensifs et même utiles pour l'homme. Voilà. Donc, les 4 catégories de micro-organismes. On a d'abord les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques et les virus. Et on va commencer par les protozoaires. Donc, voilà quelques exemples de protozoaires, ces êtres vivants microscopiques, unicellulaires. Là, on a la paramycie, trypanosome et l'amibe. Donc, c'est quoi un protozoaire? On peut dire protozoaire ou bien eucaryote. C'est un être vivant unicellulaire et avec un véritable noyau. C'est pour cette raison qu'on a dit eucaryote. Il est unicellulaire. Il peut effectuer les différentes fonctions d'un être vivant pluricellulaire, à savoir la nutrition, la respiration, la reproduction et la croissance. Les 4 fonctions vitales d'un être vivant. Donc, ces êtres vivants, bien ces protozoaires, on peut les trouver, ou bien ils occupent les eaux stagnantes, comme les étangs, les lacs, les mares, etc., où ils vont trouver les conditions favorables pour leur multiplication et leur prolifération. Quelles sont ces conditions favorables? La température idéale ainsi que la nutrition, bien la nourriture. Et même aussi, on peut parler du oxygène aussi. Donc, voilà quelques exemples de protozoaires. Là, on a la paramycie. Voilà. Là, on a l'amibe, trypanosome et giardia. Donc, ces êtres vivants microscopiques, bien eucaryotes ou bien les protozoaires, ils occupent les eaux stagnantes, comme je viens de dire, les étangs, les lacs, les mares, etc. Ces êtres vivants, qu'est-ce qu'ils vont trouver au niveau de ces eaux stagnantes? Les conditions favorables pour leur multiplication et leur reproduction. Et aussi leur prolifération aussi. Voilà. On va passer maintenant à la deuxième catégorie, les bactéries. Donc, les bactéries, ces êtres vivants microscopiques, on peut les trouver sous différentes formes, soit bacilles, sous forme de bâtonnets, ou bien des coques, sous forme sphérique. Et là, on peut trouver des streptocoques, sous forme de chaîne, ou bien des diplocoques, ou bien bicoques, 2 sphères attachées, c'est-à-dire 2, ou bien bicoques. Staphylocoques, sous forme de grappes, comme les grappes de raisin, staphylocoque, et spirochètes, comme un spiral, spirochète. Voilà les formes des bactéries. Donc, pour donner une définition à une bactérie, ou bien on peut dire aussi prokaryote. Pourquoi prokaryote? Car c'est un être vivant microscopique, unicellulaire et primitif. Ces êtres vivants, d'ailleurs, ils ont occupé, ce sont les premiers êtres vivants qui ont vécu sur Terre. On parle là des cyanobactéries. Ces bactéries-là, ils peuvent occuper différents milieux, à savoir l'eau, le sol, le sang, c'est-à-dire ils peuvent se trouver à l'intérieur d'un être humain, comme le cas par exemple, là on voit les bacilles, là les streptocoques qui attaquent un être vivant, voilà les streptocoques.
Et voilà les spirochètes qui ont une forme de spirale. D'accord? Donc, la différence entre protozoaires et bactéries, on dit protozoaires, ce sont des eucaryotes avec un véritable noyau, alors que les bactéries, ce sont des prokaryotes, des êtres vivants unicellulaires, primitifs, avec on ne peut pas dire un véritable noyau, mais c'est juste un chromosome qui baigne dans le cytoplasme. Voilà. Troisième catégorie, ce sont les champignons microscopiques. Et là, on a les deux formes, les levures et les moisissures ou bien mycélium. Voilà l'exemple, levure, et voilà les mycéliums ou bien les moisissures. Donc, ces champignons microscopiques ou bien les micromycètes ou bien les microfongies, ils rassemblent des cellules eucaryotes de très petite taille ou bien microscopiques. Certains champignons microscopiques sont responsables de pathologies, c'est-à-dire des maladies humaines et infectieuses, alors que d'autres, ils sont inoffensifs et même utiles. Voilà les levures, comme les levures chimiques ou bien les levures de bière utilisées dans des produits alimentaires. Et voilà les moisissures. Quand, par exemple, on peut trouver des moisissures qui sont utiles, comme le pénicillium. Et la quatrième catégorie, ce sont les virus. Ces êtres vivants microscopiques, tous pathogènes, comme le virus du Covid-19, cette maladie, ou bien le coronavirus qui a causé jusqu'à maintenant des milliers de morts dans le monde, et le VIH, c'est le virus qui par la suite, il va causer le sida. On va parler du sida dans les prochaines séances. Donc, ces virus, ce sont tous des agents infectieux et qui nécessitent une cellule hôte, c'est-à-dire une cellule dont ils vont répliquer leur noyau et par la suite se proliférer dans l'organisme. On dit un virus, il est toujours un parasite obligatoire, il est toujours intracellulaire, toujours il a besoin d'une cellule pour répliquer son noyau et pour que notre système et notre défense n'arrivent pas à franchir et n'arrivent pas à reconnaître ce virus-là. Voilà quelques exemples de virus. Voilà l'aspect et la forme du COVID-19 ou bien du coronavirus qui cause la maladie du COVID-19. Pardon. Donc, ces virus, on a dit que ce sont des êtres vivants unicellulaires. D'ailleurs, ce sont les plus petits êtres vivants microscopiques, tous des parasites obligatoires. Voilà un virus, comment il va répliquer le noyau de la cellule hôte. D'ailleurs, il va il va se fixer sur les récepteurs d'une cellule hôte. Il y a une ressemblance, une certaine ressemblance entre la forme du virus et ces cellules réceptrices qui se trouvent à la membrane de la cellule hôte. Une fois il va être fixé, il va introduire son matériel génétique, il va répliquer ce matériel génétique pour libérer des dizaines de virus. Donc, c'est comme une sorte de clone. Il va cloner ce noyau-là ou bien il va comme faire une photocopie pour, par la suite, avant de détruire, bien sûr, la cellule hôte et par la suite se proliférer dans l'organisme et infecter d'autres cellules hôtes. On va passer maintenant à la multiplication de ces êtres vivants microscopiques qu'on vient de parler, c'est-à-dire les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques et les virus. Et là, on va parler de le mode de la multiplication des protozoaires. Là, on voit une paramécie qui est divisée en deux. Et là, on parle d'une cellule mère qui se divise en deux cellules filles. Là, il s'agit d'une simple division ou bien bipartition. Cette bipartition, elle va donner deux cellules filles identiques, de la même taille. Donc, le mode de multiplication
bactéries, des protozoaires, c'est la division ou bien la bipartition. Et c'est la même chose pour les bactéries. Donc, les bactéries, aussi, eux aussi, ils se multiplient par division. Voilà une bactérie, au bout d'une heure, il va donner plusieurs bactéries par division. Par exemple, si on passe d'une seule bactérie, au bout d'une heure, on va parler de 8 bactéries et ainsi de suite. Et là, toujours, on parle de la division ou bien la bipartition pour les bactéries. Lorsqu'on passe aux champignons microscopiques, et on va prendre la première forme, les moisissures. Ce mode de multiplication, ça s'appelle la sporulation. Voilà des spores, des petites structures qui vont par la suite germer et donner, voilà, ils vont germer et donner un mycélium, ou bien moisissure. C'est comme une sorte de plante microscopique. Voilà. Et ce mode de prolifération ou bien de multiplication, voilà les spores qui vont germer par la suite et donner une nouvelle moisissure. Ça s'appelle la sporulation. Donc, jusqu'à maintenant, on a dit les protozoaires par division. Même chose pour les bactéries avec les différentes formes, c'est-à-dire les bacilles, les streptocoques, les diplocoques, les staphylocoques et les spirochètes, division ou bien bipartition. Et pour les moisissures ou bien mycélium, c'est la sporulation. Voilà les spores et voilà la nouvelle moisissure. On passe maintenant vers les levures, le deuxième type de champignons microscopiques. Voilà la cellule mère qui va bourgeonner, qui va donner des bourgeons. Et cette méthode-là, ce mode de multiplication, ça s'appelle le bourgeonnement. Voilà. Donc, pour les champignons microscopiques, on a deux types, les levures par bourgeonnement et les moisissures par sporulation. Et pour les virus, donc un virus, toujours, il va choisir une cellule hôte dont il va se multiplier à l'intérieur par réplication, par clonage. Il va cloner le noyau cellulaire. Pourquoi? Pour s'échapper des moyens de défense de l'organisme, pour que notre corps, notre globule blanc ou bien nos globules blancs ne vont pas reconnaître cet antigène-là. Et là, on parle des virus. Et cette méthode-là, ça s'appelle la réplication du noyau de la cellule hôte. D'accord? Voilà ce mode de réplication. Et par la suite, une fois les virus ont répliqué ce noyau de la cellule hôte, ils vont par la suite détruire ce noyau et voilà, des dizaines de virus qui vont s'échapper avant de détruire cette cellule hôte pour par la suite infecter d'autres cellules saines. Et voilà le danger de ces micro-organismes. Si on trouve des micro-organismes pathogènes et offensifs, on peut trouver aussi des micro-organismes utiles, comme le cas du lactobacillus, utilisé dans la fermentation du lait et par la suite la fabrication des différents dérivés du lait, comme le fromage, le yaourt. Pour les levures chimiques, ou bien aussi les levures de bière, utilisées dans les produits alimentaires. Et là, on voit le mycélium, comme le pénicillium, ce champignon microscopique, cette moisissure-là qui libère une substance chimique. Là, je parle de la pénicilline utilisée dans les produits pharmaceutiques. Voilà, des micro-organismes qui sont utiles. Même dans notre corps, on peut trouver aussi des bactéries qui sont utiles. Et là, on parle de la microbiote, comme par exemple le cas des bactéries qui sont présentes dans le nez, aussi au niveau de la langue, au niveau des dents, et à la surface de notre peau et aussi dans nos intestins.
Et ces bactéries-là, par exemple, si je parle des bactéries qui se trouvent dans nos intestins, ils facilitent la digestion. Donc, ce sont des micro-organismes ou bien une microbiote qui est utile et bien sûr inoffensive. Là, on va passer à la deuxième partie de ce live, les dangers de prolifération des micro-organismes pathogènes. Comment ces micro-organismes menacent notre corps? Quels sont ces dangers-là? Et on va commencer par le premier danger. Et là, on va parler de la septicémie. C'est quoi la septicémie ou bien sepsie? C'est une infection grave qui se propage dans l'organisme par voie sanguine à partir d'un foyer infectieux et initial, c'est-à-dire à partir d'une origine où il y a le plus d'infections, où on est contaminé par un agent pathogène et le plus souvent c'est d'origine bactérienne. Et là, on va choisir l'exemple de la multiplication de la salmonelle, cette bactérie qu'on trouve qui se multiplie et se prolifère dans des produits alimentaires périmés. Et là, quand vous voyez là, cette salmonelle sous forme de bâtonnet qui se multiplie dans des produits alimentaires. Voilà ces bactéries-là. Donc, le document suivant, il représente le mode de multiplication de cette bactérie-là. À partir d'une cellule mère, d'une bactérie mère, au bout de 20 minutes, 2 bactéries filles. Au bout d'une autre 20 minutes, 4. Après, 8. C'est-à-dire, au bout d'une heure, on peut, à partir d'une seule bactérie, avoir 8 bactéries. Donc, c'est un danger, bien sûr, pour notre corps. Et on sait que notre corps, il va être infecté, pas avec une seule bactérie, mais des centaines de bactéries. Et lorsqu'on parle de centaines de bactéries, au bout de 24 heures, on va parler des milliers et même des milliards de bactéries qui vont se proliférer dans notre organisme. Et cette bactérie-là, bien sûr, cette salmonelle, il va causer la fièvre typhoïde. Et c'est une maladie qui est infectieuse et aussi mortelle. On va passer maintenant au deuxième danger et là, on va parler de la toxémie. Donc, la septicémie, c'est la multiplication rapide par division des agents pathogènes comme les bactéries. La toxémie, si on a trouvé des bactéries qui peuvent envahir notre organisme par multiplication rapide et provoquer une septicémie, d'autres bactéries, ils vont s'infiltrer à travers, par exemple, une plaie, ils vont se localiser à l'entrée, mais ils vont sécréter par la suite une substance toxique qui va se propager, qui va se diffuser dans tout l'organisme, dans tout le corps, par le sang, bien à travers le sang. Et là, par exemple, là, on va voir là des substances toxiques sécrétées par des bactéries, là, comme vous pouvez le voir en orange, ces toxines-là. Donc, pour mieux comprendre comment cette toxémie il peut provoquer une maladie et même la mort pour une personne, on va prendre l'exemple de la toxémie causée par le bacille tétanique. Donc, le tétanos, c'est une maladie causée par le bacille tétanique, c'est une bactérie, bien sûr, qui résiste très longtemps en vie ralentie dans des spores, dans le sol, loin du dioxygène, car c'est une bactérie anaérobique. C'est quoi anaérobique? C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de dioxygène pour vivre. Donc, ce bacille, il peut contaminer les gens grâce au matériel à usage agricole qui renferme de la rouille. Et par la suite, cette bactérie s'infiltre dans le muscle, loin du sang et de l'air. Pour comprendre comment cette bactérie-là, ce bacille tétanique, il va engendrer le tétanos, il va causer par la suite la mort, on va expliquer cette expérience réalisée sur 3 groupes de souris. Donc, le premier groupe, on va injecter 1 cm3 du bacille tétanique. Voilà.
Donc là, comme résultat, l'apparition des symptômes du tétanos, puis la mort des souris. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure par la suite? Donc, ces bacilles tétaniques sont des bactéries tueuses. Ils ont causé la mort de ces souris-là. D'accord? Pour le deuxième groupe, on va injecter cette fois-ci 2 cm3 d'infiltrat bouilli des bacilles tétaniques. C'est-à-dire, on va bouillir les bacilles, c'est-à-dire les bactéries. Après, on va filtrer ces bactéries et on va utiliser le filtrat, juste la solution, et on va l'injecter au groupe 2. Comme résultat, apparition des symptômes du tétanos, puis la mort des souris. Quelle est la différence entre la première expérience et la deuxième expérience? Pour la première expérience, on a injecté les bactéries. Pour la deuxième expérience, on a injecté le filtrat des bactéries et le même résultat, c'est-à-dire les bactéries, les bacilles tétaniques, ainsi que le filtrat, il cause la mort des souris. Pour faire une comparaison entre les deux premières expériences et la troisième expérience, on va injecter cette fois-ci 2 cm3 d'eau distillée et stérilisée. Donc, l'eau distillée ne renferme pas des agents pathogènes. Et par la suite, comme résultat, la souris, elle est vivante. D'accord? Donc, c'est comme une expérience témoin pour comparer avec les deux premières expériences. Donc, quelle est la cause de la mort de ces souris-là? C'est les bacilles tétaniques et même le filtrat de ces bacilles. Et lorsque je parle des filtrats, c'est-à-dire ces bacilles, ils ont sécrété leurs toxines. C'est une substance toxique qui est la cause de la mort de ces bactéries-là. Donc voilà, donc le filtrat injecté, il renferme une substance toxique nommée la toxine, et c'est elle la responsable de la mort de ces souris. Et voilà le Clostridium, c'est ce bacille tétanique qui sécrète des toxines qui peuvent par la suite causer des perturbations du système nerveux. Ils vont déclencher des contractions involontaires de tous les muscles et par la suite la mort par asphyxie. Maintenant, on va passer au quatrième danger. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la septicémie, c'est-à-dire la multiplication rapide et la prolifération des bactéries dans tout l'organisme. Le deuxième danger, la toxémie, c'est-à-dire la sécrétion des toxines par des bactéries. Et le troisième danger, les capsules. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Donc, on va utiliser une souris, on va l'injecter avec des bactéries avec capsule, l'apparition des symptômes de la maladie et la mort de la souris. Et là, je vais prendre l'exemple des diplocoques qui causent la pneumonie. D'accord? Diplocoques, lorsque je dis diplocoques, ce sont des formes de bactéries. Là, lorsqu'on a injecté au deuxième groupe, bien au deuxième souris, des bactéries ou bien des diplocoques sans capsule, les souris, ils restent saines, sont encore vivantes. Donc, qui est le responsable de la mort des souris? Bien sûr, ce sont ces bactéries-là, ces diplocoques-là avec capsule. Donc, la différence entre la première expérience et la deuxième expérience, c'est cette capsule-là, d'accord, qui a causé la mort de ces souris. Voilà un exemple d'une bactérie encapsulée et la même espèce de cette bactérie, mais sans capsule. Encapsulée, c'est-à-dire avec la capsule. Voilà, une bactérie avec capsule. Donc, c'est quoi cette capsule-là? C'est une couche, c'est une sorte de membrane supplémentaire. Comme par exemple, comme je viens de dire, les diplocoques qui causent la pneumonie. Et cette maladie-là, elle est infectieuse et même mortelle. Donc, cette capsule-là, elle va donner une certaine résistance à ces bactéries-là. D'accord?
pour que notre système immunitaire n'arrive pas à franchir ces capsules-là. Et par la suite, cette bactérie-là, il devient résistante. Résistante à qui et contre qui? Bien sûr, contre les moyens de défense de notre corps, de notre organisme. Et maintenant, on va passer au quatrième danger, le danger des virus et leur pouvoir pathogène, leur pouvoir infectieux et même mortel. Lorsque je dis virus, il est toujours pathogène, toujours parasite, et un virus, bien sûr, il va se multiplier qu'à l'intérieur d'une cellule hôte. Cette cellule qui va parasiter. Et par la suite, il va injecter son matériel génétique, il va cloner ce matériel génétique, c'est-à-dire le noyau de la cellule, et après, il va sortir, il va infecter d'autres cellules saines. Et là, on a vu là, dans cette image, la libération des nouveaux virus qui vont infecter d'autres cellules saines. Donc là, jusqu'à maintenant, on a parlé de la diversité des micro-organismes. On a trouvé 4 grands groupes de micro-organismes, les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques et les virus. Et on a parlé du mode de multiplication de ces micro-organismes. On a parlé des protozoaires et bactéries par simple division ou bien bipartition. Pour les champignons microscopiques, il y a les 2 formes, les levures avec bourgeonnement, les moisissures ou bien mycélium par sporulation. Et pour les virus, toujours les virus, ils vont répliquer le noyau de la cellule hôte. Et pour les dangers de prolifération de ces micro-organismes pathogènes, on a parlé de la septicémie, c'est-à-dire la prolifération et la multiplication rapide par division. Et là, j'ai parlé des bactéries. Et deuxième danger, c'est la toxémie, c'est la sécrétion des substances chimiques qui vont, ces substances-là qui vont se propager, qui vont se diffuser dans tout l'organisme à travers le sang. Et troisième danger, c'est la présence chez certaines bactéries de capsules. C'est une couche, une double couche ou bien une autre couche ou bien membrane qui va donner une certaine résistance à ces bactéries-là. Et pour le quatrième danger, c'est le danger, bien sûr, des virus et leur pouvoir pathogène. Pourquoi? Parce que ces virus-là, ils ont la capacité de répliquer le noyau cellulaire pour s'échapper des moyens de défense de l'organisme. Donc, là, le live, il touche à sa fin. Portez-vous bien et à très bientôt pour le prochain live. Merci.